m'appelle Nicolas Chaucourt, je suis utilisateur de CA, autiste non oralisant et je viens de rentrer en première année de master de sociologie à l'université Rennes 2. J'ai 25 ans et j'ai besoin d'une aide à temps plein. J'ai choisi d'étudier le droit, puis la sociologie. Je suis intéressé par la mise en œuvre de la CDPH, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, en particulier l'article 12 sur la capacité juridique. Je milite depuis plusieurs années dans des associations. Pour le droit des personnes autistes, je fais partie de l'association française Clé Autiste, et pour la vie autonome, j'ai rejoint ANIL, le réseau européen pour la vie autonome, à l'âge de 16 ans et j'ai été réélu au conseil d'administration du réseau des jeunes de l'ANIL. Je suis aussi membre du YAB, un conseil consultatif de la jeunesse dépendant du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Je participe aussi au groupe d'experts pour le projet LINC, Linking Information for Adaptive and Accessible Child Friendly Cours, de Validity Foundation, qui est une organisation internationale de défense des droits juridiques qui défend les droits des personnes avec un handicap intellectuel. Je suis également membre du conseil scientifique de l'ISAER francophone. Je ne serais pas là si seuls vos a priori savaient déterminer mon parcours. Les effets sur bon nombre de vies de mes camarades de ces représentations sont réellement très dévastatrices. Dénoncer des pratiques demande de pouvoir quitter ce pitoyable état de solitude qu'est le fait de ne pas s'exprimer, mais qui est justement la conséquence de ces pratiques. Je ne note pas d'évolution depuis que j'ai suivi mes premières séances d'orthophonie. J'avais senti que mon intelligence était ignorée et les usages de mes pensées demandaient plus que le PEC. Évoquer ces moments ne me demande pas d'effort de mémoire car mon sentiment d'être considéré comme incapable de comprendre ce qu'on lui dit est resté encore présent jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'est toujours pas sans douleur. Je pourrais ne pas accorder plus d'attention à ces situations si cela ne touchait que moi. Mais d'autres ne sont pas à même de s'exprimer sans limite liées aux outils et aux représentations sur les autistes non oralisants. Nous devons nous battre pour enfin avoir le droit de communiquer au-delà des besoins basiques. J'ai suivi une scolarité normale et par correspondance, et j'ai utilisé des outils de communication alternatifs dès mon plus jeune âge. Cela m'a permis d'exprimer mes choix, de prendre des décisions et d'apprendre à connaître le monde. Cela me donne le contrôle sur ma vie. Mais ce n'est pas le cas de la majorité des enfants handicapés. Je vis dans une résidence universitaire depuis 2021. J'ai réussi à obtenir une aide financière pour bénéficier d'une assistance à temps plein, ce qui n'est malheureusement pas très fréquent en France dans le cas de handicap cognitif. La difficulté à me faire comprendre m'oblige à être soutenu par des personnes qui écoutent mes besoins et qui n'ont pas envie de prendre des décisions à ma place. Je n'ai pas besoin d'un soignant, mais de personnes qui me soutiennent comme je le souhaite. Il m'est difficile de faire faire à mon corps ce que je veux vraiment. J'ai besoin que mes assistants personnels soient formés à mes moyens de communication et qu'ils aient des connaissances sur l'autodétermination. Ces deux points sont essentiels pour que je puisse contrôler ma vie. Mes AVS m'aident pour les gestes de la vie quotidienne. Mes proches et mes AVS sont un peu comme des secrétaires particuliers. Ils m'aident à faire des recherches, à tourner les pages d'un livre que je veux feuilleter. J'ai du mal à changer d'assistant et à m'habituer à communiquer avec quelqu'un de nouveau. En changeant d'assistant, c'est comme si j'avais des automatismes perturbés. Les gens mettent un certain temps à saisir toute ma façon de percevoir, de manifester mon anxiété, ma joie.
C'est comme s'ils devaient s'habituer à une autre culture, un peu comme nous, autistes, qui devons nous adapter aux neurotypiques, sauf que nous ne sommes pas payés pour le faire. En France, même si des lois en faveur des personnes handicapées ont été adoptées et même si la France a ratifié la CIDPH en 2010, celle-ci n'est pas réellement mise en œuvre. Il existe toujours un écart entre ce qui est annoncé et ce qui se passe dans la réalité. L'accès à l'assistance personnelle n'est pas facile, et très souvent, les personnes ne disposent pas d'un nombre d'heures suffisant et les coûts restants sont élevés. L'aide financière est insuffisante et les procédures pour l'obtenir sont longues et difficiles. L'assistance personnelle pour les personnes souffrant d'un handicap cognitif est difficile à obtenir, et en réalité, il n'y a pas de demande pour ce type d'aide, car la plupart d'entre elles sont institutionnalisées, privées de leur droit à l'éducation, de leur droit à la liberté de mouvement, et leurs conditions de vie dans un environnement ségrégué les rend vulnérables. Les enfants devraient vivre dans leur famille, avec une assistance personnelle. En France, certains parents choisissent de placer leurs enfants en institution, et ce n'est pas toujours dû à un problème social ni économique, c'est culturel. L'assistance personnelle devrait être un moyen de contrôler sa vie et vous devriez pouvoir choisir votre assistant personnel. Avoir un membre de la famille comme assistant personnel peut vous mettre dans la position d'un enfant éternel. Mais la famille peut aider à gérer l'équipe d'assistants personnels. L'assistance personnelle et la CAA m'aident à mener la vie que j'ai choisie. Elles me permettent également d'étudier à l'université, de voyager, de participer à des événements communautaires internationaux. Je peux suivre ma propre voie. S'exprimer et faire ses propres choix est un droit fondamental pour tout le monde. Depuis quelques années, je participe à des conférences, des conseils consultatifs et des formations sur le handicap et les droits humains. Voilà des exemples de mon engagement. J'ai par exemple en juin 2023 fait le discours d'ouverture de l'université d'été du Centre for Disability Law and Policy à Galway et j'ai écrit un article dans une revue de Disability Study. Pour autant, la CAA se rencontre peu. Je suis en effet, à chaque fois, le seul utilisateur de CAA. Cet isolement allié aux difficultés pratiques est pesant. Le fait que j'utilise la CAA et que j'ai besoin d'aide pour utiliser mes moyens de communication a un impact sur mes relations avec les autres. Comme je tape lentement, les gens n'attendent pas que j'ai fini de taper ou s'adressent directement à mon assistant personnel. Je souffre de dyspraxie, la déconnexion entre le cerveau et le corps est quelque chose que je vis à chaque instant. J'ai besoin pour réguler mon corps et trouver l'équilibre de bouger d'une certaine manière, or dans nos sociétés validistes, les gens interprètent cela comme une incapacité à comprendre et du coup m'infantilisent. Quand j'ai besoin d'être concentré, je n'ai pas d'autre moyen que d'être en mouvement, de manipuler des objets. Je le fais sans réfléchir. La frappe est particulièrement éreintante. Le cours de mes idées m'oblige à taper vite mais les mots se mélangent. Mes idées sont claires, mais l'effort de frappe freine l'écriture. Le manque de temps me stresse, complique les choses. C'est surtout le cas dans des situations de communication instantanées comme les conversations ou des épreuves d'examen. Les particularités de ma communication demandent de la part de la société une attitude non validiste. Pour que la domination des oralisants ne dénie pas le droit à la communication des non-oralisants. Comme l'écrit Latif McLeod, utilisateur de CAA, militant de la communication First,
organisation qui défend les droits des utilisateurs de CAA. Nous avons un terme pour désigner ce type de validisme, nous l'appelons l'oralisme. Nous définissons l'oralisme comme les préjugés et la discrimination à l'égard des personnes dont la langue, l'utilisation de la langue ou le mode d'expression sont considérés comme inférieurs. L'oralisme se produit généralement lorsque le groupe dominant estime que le mode de communication d'une personne n'est pas pertinent pour lui parce qu'il est étrange ou incompréhensible. L'oralisme a des effets néfastes sur les personnes qui utilisent la CAA lorsque les autres considèrent que leur mode de communication n'est pas valable ou ne mérite pas d'être écouté. Les personnes qui, comme moi, utilisent la CAA sont confrontées quotidiennement à cette forme d'oppression. Nous sommes tous interdépendants, personne n'est vraiment autonome. Prendre la communication orale comme base pour juger nos désirs de nous exprimer est paternaliste et douloureux. Comme l'écrit Grant Glasgow, utiliser le fait qu'une personne soit indépendante ou non comme critère de réussite alors que les professionnels n'ont aucune idée de ce que c'est que de faire face quotidiennement à des préjugés systémiques semble cruel et insensible. En France, la CAA devrait devenir obligatoire dans les établissements et les services d'ici 2027, mais nous attendons toujours le moment où la désinstitutionnalisation aura lieu. En tant que militant pour la vie autonome, je défends l'implantation de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées doivent pouvoir contrôler leur destin comme les valides. L'autonomie est le droit de vivre selon ses choix. La vie autonome signifie que les personnes handicapées peuvent avoir accès à tous les domaines de la vie si elles ont des supports comme l'assistant personnel, des moyens techniques, des moyens de communication alternatifs et augmentés. La vie autonome est conditionnée à une interrelation entre différents aspects comme le droit à l'instruction, la participation sociale, la capacité juridique, l'assistance personnelle ou l'accessibilité. Ainsi, avoir la possibilité d'utiliser un moyen de communication alternative et augmenté mais vivre en institution, ce n'est pas la vie autonome. Vivre dans un appartement avec l'aide d'assistants personnels mais être sous tutelle, ce n'est pas la vie autonome. En France, de nombreux enfants handicapés, en particulier ceux qui ne parlent pas, vivent dans des institutions et ne reçoivent aucune éducation. Les personnes handicapées intellectuelles sont infantilisées, elles ne sont pas considérées comme capables d'apprendre des matières riches et complexes dès leur plus jeune âge. Les personnes handicapées intellectuelles sont considérées comme des grands enfants toute leur vie. On ne leur propose souvent rien de plus que des programmes visant à les aider à acquérir des compétences de vie quotidienne. L'APA, analyse comportementale appliquée, souvent utilisée pour les enfants autistes, est un moyen de contrôler les comportements et non d'apprendre à contrôler sa propre vie. Les intérêts particuliers des personnes autistes devraient être utilisés pour notre propre développement et ne pas être considérés comme une nuisance à éradiquer. Cela n'est pas conforme à la CIDPH. La CAA est vraiment importante pour améliorer la communication et la participation sociale. Mais cela ne devrait pas limiter ce que la personne souhaite exprimer. J'ai entendu parler d'une mère d'un enfant autiste qui avait supprimé le mot « hélicoptère » de la section « moyen de transport » de l'outil de communication de son fils, en supposant qu'il n'aurait jamais besoin de l'utiliser. Il est nécessaire de présumer très tôt les compétences afin d'éviter que des personnes meurent sans avoir découvert la culture humaine. Elles ne sont ni des êtres inférieurs ni des animaux, mais doivent être traitées comme des égaux. Comme je l'ai dit, la plupart des personnes handicapées mentales vivent en institution en France et sont sous tutelle.
Je recrute mon assistant personnel dans un esprit d'autonomisation. Trouver des assistants personnels est difficile, mais c'est encore plus difficile lorsqu'ils doivent adhérer à la logique de la prise de décision assistée. Certains ont plus de mal à obtenir une assistance personnelle et à décider de leur vie, car leur famille pense que ce n'est pas possible en raison d'un état d'esprit axé sur les déficits ou à cause de toutes ces difficultés juridiques et administratives. En France, les personnes handicapées sont sous-représentées et jouent donc un rôle limité dans les consultations sur la législation et les politiques publiques. Ce sont principalement les associations gestionnaires qui font entendre leur voix. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est peu connue des juristes et des décideurs politiques. Ce que j'aimerais voir progresser en matière de droit en France, c'est la capacité juridique. Depuis 2019, les personnes sous tutelle peuvent voter, mais cela n'est pas suffisant. Ce sera le sujet de mon mémoire de master. Je vais vous parler de mon mémoire de licence 3 réalisé l'année dernière, dont le titre est « L'autodétermination des autistes non oralisants dans les pratiques des orthophonistes ». Dans le cadre de ce mémoire, je me suis intéressé à la façon dont les professionnels et plus précisément les orthophonistes considèrent le droit à l'autodétermination des autistes non oralisants. La pratique des orthophonistes a pour but de développer la communication, mais on peut se demander si, dans le cas des autistes non oralisants, les suivis ne concernent surtout que la communication de base, sans que l'autodétermination soit réellement considérée. L'enquête de terrain s'appuyait sur le projet « Former et outiller le médico-social » de la résidence accessibilité de la mairie du 20e arrondissement de Paris, auquel participe l'association Cléautiste à laquelle j'appartiens. Il s'agit d'une association française d'autoreprésentants d'autistes qui milite pour le modèle social du handicap et pour l'application de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, notamment au niveau de l'autodétermination. La question de recherche se formulait ainsi, en mobilisant des outils et des pratiques pour aider à développer la communication, les orthophonistes favorisent pour autant l'autodétermination des autistes non oralisants. Après avoir réalisé 5 entretiens ainsi qu'une observation participante, j'ai dégagé 3 thématiques que j'ai analysées, le modèle médical, l'autodétermination et la présomption de compétence, avec des sous-thématiques. Les pratiques des orthophonistes concernant l'autodétermination des autistes non oralisants semblent encore largement influencées par le modèle médical du handicap, qui tend à privilégier une approche centrée sur la correction des déficits et la normalisation des comportements. Cette orientation peut limiter la reconnaissance et la prise en compte des droits à l'autodétermination de ces personnes, notamment leur droit à s'exprimer et à faire des choix concernant leur propre vie. En effet, l'autonomie et l'autodétermination des autistes non oralisants ne sont pas toujours pleinement intégrées dans la pratique orthophonique qui reflète avant tout les représentations du handicap de la société et ne sont pas sans donner des limites à l'autodétermination des personnes autistes non oralisantes. Comme la société, elles ont intégré le modèle médical, pas forcément de façon consciente. La société et certains professionnels tendent à sous-estimer la capacité de ces personnes à prendre des décisions, en raison de leur profil fonctionnel ou des représentations liées au handicap, ce qui peut conduire à une forme de paternalisme ou de méconnaissance de leur potentialité. Cependant, le mémoire met en évidence que dans certains contextes institutionnels, les moyens pour cela restent insuffisants, notamment en termes de temps dédié et d'avant-garde dans la reconnaissance des compétences de communication des autistes non oralisants. L'utilisation des pictogrammes est largement courante même si les orthophonistes interrogés ont toutes abandonné le PEC car en général, elles le trouvent trop limité.
L'utilisation de l'image ne pose problème, mais il faut se baser sur la façon d'apprendre particulière aux personnes autistes. C'est-à-dire présenter l'ensemble des informations, simultanément et de manière continue, afin que la personne extrait les régularités du matériel. Les stratégies utilisées en général sont les mêmes que pour des enfants neurotypiques. Par exemple, partir d'une situation simple vers des choses plus complexes, ce qui n'est pas forcément adapté dans le cas de l'autisme. Les outils ne sont en effet pas forcément adaptés à la spécificité de la cognition dans l'autisme, aux centres d'intérêt parfois originaux, qui demandent des possibilités d'expression non restreintes. Les motivations des autistes pour la communication pouvant être différentes de celles des neurotypiques. De plus, les troubles praxiques et non cognitifs, très présents dans l'autisme, sont rarement pris en compte. La personne peut concevoir un geste mais aura des difficultés d'exécution. Alors que l'hyperlexie est commune dans l'autisme, l'écrit n'est pas forcément utilisé pour le développement de la communication. La prise en compte de l'autodétermination chez les autistes non neuralisants par les orthophonistes est encore en transition. Cependant, les orthophonistes que j'ai interrogés ne cherchaient pas à travailler systématiquement l'oralisation. Les possibilités données par la CA de pouvoir tout exprimer en tout temps peuvent être également empêchées par l'environnement de la personne dont les limites sont parfois évoquées par les orthophonistes qui le ressentent comme un frein à l'autodétermination. Le manque de moyens, de financement, de formation est d'ailleurs souvent évoqué ainsi que les limites au niveau de la conception des outils. Les orthophonistes donnent le sentiment qu'elles croient être facilitatrices de l'expression de leurs patients en donnant des outils et des pratiques qu'elles pensent les meilleures. Elles disent se former, pourtant on peut trouver parfois un certain manque de connaissances sur l'autisme et la neurodiversité. Les orthophonistes mettent en place des stratégies avec l'envie de développer la communication, mais elles ne se départent pas du modèle médical, elles se basent sur la littérature scientifique concernant l'autisme qui le décrit comme un handicap social, avec une déficience intellectuelle dans le cas des autistes non neuralisants. La pratique reste influencée par le modèle médical, mais des mouvements pour le respect des droits individuels et la neurodiversité encouragent une évolution vers une pratique plus respectueuse et inclusive, où la communication alternative et l'écoute active jouent un rôle central. Comme l'écrit Bob Williams, de Communication First, pourquoi tant de personnes sont-elles condamnées à mener une vie de dépendance et de silence inutile? Ce n'est pas parce que nous manquons de fonds. C'est plutôt parce que beaucoup de gens mènent une vie de silence, car beaucoup d'autres ont encore du mal à croire que les personnes souffrant de troubles de la parole comme moi ont quelque chose à dire ou à apporter. Il est important de rendre la recherche sur la CA inclusive et d'écouter les personnes concernées comme le fait déjà des organisations telles que Communication First et l'ISAAC francophone par exemple. Comme le remarque Christy Patel, une chercheuse et ergo, qui a depuis longtemps remis en cause sa pratique avec les personnes non neuralisantes, nos pratiques reposent souvent sur une approche déficitaire, dans laquelle nous sommes les experts qui fournissons des prestations pour remédier aux faiblesses. Personne ne construit sa vie sur des faiblesses corrigées. Personne. J'aimerais m'inspirer du projet Stuttering Commons de Joshua Saint-Pierre, titulaire de la chaire de recherche du Canada en Critical Disability Studies et qui mène des travaux sur la disfluence, étant lui-même bègue. Nous invitons les individus, les universitaires, les activistes, les artistes et les thérapeutes à un dialogue progressiste et émancipateur sur la façon dont nous expérimentons, comprenons, représentons et documentons la disfluence dans toutes ses intersections afin de soutenir l'action collective et le changement social.
Nous visons à déconstruire, déstabiliser, rompre et plier le privilège de la fluidité en exploitant le potentiel génératif de la disfluence à travers les cultures pour soutenir la construction d'un monde partagé et la mobilisation des connaissances. J'aimerais que cette réflexion sur l'autodétermination dans la pratique des orthophonistes puisse amener à un dialogue entre personnes concernées et professionnelles et apporter des changements dans les représentations des autistes non oralisants. Écoutez-nous. Nous pardonnerons à ceux qui nous ont diminués. Merci beaucoup pour cette excellente intervention et pour avoir tenu les horaires. Maintenant, je vais prendre les questions de la salle. Ce que je vous propose, c'est que vous levez la main et puis peut-être que vous levez vous-même. Et vous vous présentez aussi, ce qui permet un peu de contextualiser la réponse. Bonjour, je m'appelle Anne Frolon, moi je suis parent. Et j'ai une question, je trouvais d'abord ça serait vraiment extrêmement intéressant, parce que la communication est un sujet important pour vous. Et j'ai pas bien compris le nom d'une association francophone de défense des personnes avec des difficultés de communication, et j'aurais aimé savoir quelle était cette association. Je crois que c'était du Canada, si c'est. J'ai entendu. Les anglophones, c'est ISAC, francophone. Communication First, et l'autre. D'avoir l'information après, si c'est compliqué à trouver maintenant. Je pense que vous avez entendu, donc je répète, mais c'est ISAC francophone, association en prison. Personne d'autre se lance? Si. Bonjour, je m'appelle Louise Robatinski et je suis à la fois orthophoniste et aussi diagnostiquée tardivement autiste. Et du coup, je me permets de faire un petit coming out au passage. J'avais deux questions. D'abord, je voulais aussi vous remercier, c'était vraiment passionnant. J'avais une question d'orthophoniste qui trouve, en fait, une question de moi, parce que je trouve que la manière de penser le langage et le monde social sous forme d'invariants à décoder est particulièrement et fondamentalement utile et nous permet d'avoir des clés, par exemple quand on ne se connaît pas et quand on ne se comprend pas et quand on échange, sur les fonctions, les intentions de la communication. Et personnellement,
La science comportementale m'a aidé à comprendre tout ça. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus, parce que moi je trouve que la BA, sur une table avec des répétitions complètement déconnectées du réel, ça n'a pas d'intérêt, mais je trouve que ce cadre de décodage du monde peut être une porte d'entrée intéressante, et je voulais avoir votre avis. Et par ailleurs, je me demandais comment vous viviez la communication et l'institution universitaire, que je trouve extrêmement rigide, et comment vous voyez sa transformation actuelle. Merci beaucoup. En fait, quand je considère personnellement la communication et le monde, je vois plein, pour ceux qui connaissent la BA, je vois plein de ABC du comportement partout. Et j'essaye de décoder tout ça. Le A, c'est l'antécédent, le contexte et l'ensemble de tout ce qui peut amener quelque chose, qui peut expliquer quelque chose. Le B, c'est le comportement, et le C, c'est la conséquence. Ça ne suffit absolument pas à expliquer le monde, et encore moins le langage et les interactions humaines, mais moi j'ai trouvé que c'était pertinent de me dire que je devais chercher des invariants sociaux dans l'ensemble des A, B, C du monde social humain. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, puisque je comprends que vous ayez des réticences au sujet de l'approche comportementale, mais pour ma part, j'ai trouvé efficace de mieux la connaître et de m'en servir dans le cadre de mes accompagnements en orthophonie, bien que voilà, il y a plein de choses à développer par ailleurs.
Merci beaucoup. Venez voir le travail. Merci beaucoup. Je pense que M. Jeancourt sera probablement à votre disposition aux pauses si vous souhaitez poser une question plus directement et avec un peu plus de temps. Je vous remercie beaucoup. C'était très instructif.